Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous voyez la casquette, j'ai même mon clap à côté de moi. Je m'apprête à partir en tournage d'ici, même pas, d'ici quelques jours, là, dans 2 jours, je commence à bouger. Et aujourd'hui, je vous parle d'un film que je voulais vous parler il y a un moment. Et c'est vrai qu'avec le passage animaux un peu sur la chaîne, bah j'y suis pas revenu. Et je tenais quand même à y revenir parce que je suis retourné au cinéma récemment et le cinéma reste quand même un lieu qui me parle. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous parler de Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Donc tout de suite, on passe à la partie résumé. Donc, pour la partie résumé, c'est l'histoire de Bella, une jeune femme qui a été ramenée à la vie par son créateur, un scientifique un peu mégalo qui entourait vraiment de... J'ai éternué. De milliards de petites créatures extrêmement étranges et donc qui vit dans cette maison et elle n'a pas le droit de sortir de cette maison. Donc à un moment donné, Bella va faire une rencontre inattendue et elle va finir par sortir de cette maison et donc de visiter, de partir donc vers de nouveaux horizons. Point important aussi d'ailleurs, que avant de passer à la suite, à souligner, c'est que Bella aussi, elle a un comportement très enfantin dans un corps d'adulte. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai vu le film. Je vous avoue, là, je viens de sortir en plus de ce magnifique film qui s'appelle, euh, j'ai oublié, de Justine Triet. C'est pas j'ai oublié de Justine Triet, hein, euh, voilà, Anatomie d'une chute. Donc c'est un peu paradoxal de reparler d'un film alors qu'on en avait un autre. Mais voilà. Donc, pour mon avis sur ce film, honnêtement, alors moi qui suis très très technique quand je regarde un film, c'est-à-dire quand je regarde un film au cinéma, je vous avouerai une chose, moi je suis vraiment tout le temps, c'est toujours un point que j'ai adoré. Je suis jamais trop focus sur la construction des personnages, enfin, je trouve ça intéressant. C'est sûr que quand tu regardes un film et que les personnages sont mal construits, c'est sûr que ça te fout voir le film en l'air. Ou que le décor est moche, voilà. Et surtout que le décor joue sur l'image. Mais j'ai toujours été focus sur l'image. Et pour avoir quelqu'un qui suis très focus sur ça, avoir une image où tu as ce grain, un peu justement comme Anatomie d'une chute, cette espèce de grain à l'image, un peu qui te saupoudre un peu, ces mouvements de caméra très mécaniques. Durant tout le film, on a des moments où tu as justement ce côté très mécanique de la caméra, surtout quand elle est chez elle. Ce moment où justement ta caméra elle est hyper mécanique, elle t'envoie, t'as des zooms, mais c'est des zooms de la caméra. C'est pas le zoom que tu fais justement en mouvement avec ton corps quand tu as la caméra. C'est un zoom que tu effectues en tournant ta bague pour que ton viseur s'avance. Et donc qu'ils te réduisent ton image d'une certaine manière, mais d'une image beaucoup plus mécanique. Et donc, justement, ça, c'est un effet quand tu regardes et tu le sens. Quand vous comparez, vous pouvez voir, c'est aussi dans l'anatomie d'une chute. C'est pour ça qu'en plus, c'est quand même pas mal de parler des deux, sans trop en parler d'anatomie d'une chute. Mais tu as vraiment ce côté de mécanique quand elle est chez elle, et aussi de jouer sur la couleur. C'est-à-dire on a beaucoup de matte painting tout autour de Bella durant le film. Le film est vraiment concentré sur les décors qui sont magnifiques, les couleurs. Euh, la colorimétrie est magnifique dans ce film. Je trouve le travail incroyable. Euh, Après, voilà, il y a certains points un peu plus difficiles à aborder sur. Voilà, on a tout ce côté. En soi, il y en a 5 qui ont dit que ça, c'était le vrai Barbie. Alors, ça, c'est chacun sa vision des choses. Mais en tout cas, c'est très féministe sur les bords et même sur beaucoup de points. Et c'est très important parce que ça amène sur ce côté de liberté du personnage. Voilà, hein, je vais y venir. De toute façon, hein, les personnages, ils existent. Hein. Je peux pas parler que de technique, sinon je serais très embêté. Vu qu'un film, c'est pas que de la technique ou c'est pas que de l'image, c'est aussi les sons, les couleurs, les personnages, comment ils interagissent entre eux. Et justement, il y a un truc très paradoxal, c'est quand on regarde tout le début du film, t'as Bella qui est enfermée dans son cloisonnement black and white, un peu.
c'est du black and white un peu contrasté, euh, avec donc ces deux personnages, le personnage du scientifique fou qui l'a ressuscité, et elle qui est un peu très enfantine, et leur servante. Et pendant tout ce temps, avec tous ces animaux un peu fantastiques, t'as une espèce de chien poulet, je crois. Et c'est incroyable à quel point tu te dis, mais en fait, la couleur, la caméra, le choix de l'optique, parce qu'on passe beaucoup à des moments en fish-eye, donc ce côté très déformé de l'image, très, en fait, très de l'optique mécanique bizarre qui vient être en rapport avec l'univers dans lequel elle est enfermée, qui est étrange. Étrange, mais qui n'est pas ce qu'est le monde et la réalité du monde. Elle est enfermée dans une réalité de ce monde auquel elle n'a pas le droit de sortir. Et en fait, c'est au moment où elle part de son univers pour aller explorer sexuellement et aussi humainement l'univers, que tout commence à prendre des couleurs, mais des couleurs plus ou moins sombres. C'est-à-dire quand elle arrive à Barcelone, les couleurs sont très colorées, elle va avoir beaucoup d'échanges, et elle va traverser un peu tout le temps avec cette même naïveté. Et voilà, le fait que derrière, elle se construit en fait au fil des rencontres, des personnages qui lui indiquent des choses à faire ou à ne pas faire. Au début, elle est avec le personnage qu'incarne Mark Ruffalo, et en fait, elle va apprendre des choses au niveau humain, sexuel, complètement dans l'épanouissement et dans la découverte, dans l'acceptation de découvrir. Et après, derrière, elle va rencontrer d'autres personnages qui vont lui confronter, l'amener à voir le monde. Parfois les côtés plus sombres, là où il y a de l'esclavage, où tu as vraiment cette scène où elle est au-dessus d'une tour, elle regarde en bas, il y a des enfants, des parents, ils se cannibalisent entre eux, et elle est complètement omnubilée par la scène. Et t'es là, waouh, ah ouais, c'est chaud de voir ça. Et en même temps, ben, c'est tellement aussi la réalité de la construction. C'est en dehors de parler que d'une construction féminine, tu as aussi la construction de ce qu'est une réalité d'un voyage initiatique. Là, pour le coup, c'est un enfant, une femme, une- un cerveau d'enfant dans le corps d'une femme. Et les plot twists sont incroyables lorsque tu connais les raisons qui vont derrière, sachant qu'à un moment donné, Bella, le personnage de Bella, qui en fait s'est construit avec un autre cerveau, donc en fait a développé une autre personnalité, on rencontre son ex-mari, qui était en fait ne posons pas les mains, un bip, pour pas mettre de censure au niveau sonore, mais il la renferme et elle lui fait comprendre, en fait, à un moment donné, elle l'explique en disant, ben en fait, oui, mais t'as d'ailleurs la scène, dans ces scènes-là, justement au niveau lumineux, au niveau colorimétrique, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus froid, beaucoup plus t'es pas, t'es pas aussi, c'est pas aussi coloré que toutes les visions du monde que t'as durant tout le reste du film, où t'as de la couleur Barcelone, c'est très coloré, Séville, je crois où ils vont, ou je sais plus quelle autre île, c'est assez coloré, même dans le mal, même dans le moment de la vision de l'horreur, c'est coloré. Et là, t'es très dans des couleurs quand elle revient vers son mari alors qu'elle s'apprêtait à se marier, à quelque chose de froid, de sombre. Tu sens que l'ambiance est plus la même et tu sens que ça ne lui apportera pas ce qu'il faut. Et donc, le plot twist, c'est que justement, bah, Bella, elle va clairement dire non. Et le gros plot twist, c'est qu'en fait, cette femme qui s'appelait Bella, attention, gros spoiler, si je mettrai un indicateur pour sauter aux parties fun fact du film, et ben cette personnage de Bella, il est en fait deux personnages en un. Et ça, je trouve le plot twist incroyable, dans le sens où, en fait, c'est une mère qui était enceinte, qui lorsqu'elle est morte et que son cerveau ne fonctionnait plus, le chercheur, il est arrivé, il l'a trouvé, et en fait, il a juste inséré le cerveau de son enfant dans sa tête, de sa fille. Donc c'est en fait une mère et une fille. Mais c'est une mère, en fait c'est la fille dans le corps de sa mère, qui elle-même va se construire et qui s'est construite pour en arriver à un certain point. Et donc voilà. Euh, J'espère vraiment
avoir pu vous éveiller la curiosité. Je sais que le film est sûrement plus au cinéma. Bon, déjà que moi, je viens de rattraper tout juste Anatomie d'une chute à l'arrache, là, pour en profiter. Ça fait très longtemps que je suis pas allé au cinéma et c'était incroyable d'aller au cinéma voir ce film. Mais voilà, maintenant passons au fun fact. Alors, les fun facts pour ce film. Tout d'abord, c'est des collaborations à répétition. Emma Watson elle signe sa 3e collaboration avec Yorgos. En effet, l'actrice a joué dans un long métrage du réalisateur nommé La Favorite, que je n'ai pas vu, ainsi qu'un court métrage qui s'appelle Blitz, en noir et blanc, qui marque déjà un certain style dans le cinéma du réalisateur, mais vraiment, je peux vous le faire passer parce qu'il est disponible en même temps que je parle. Le style de ce court métrage est très très intéressant et même très très, je trouve, rapproché de ce qui est un peu réattendu derrière. Mais ce n'est pas tout, en effet, dans ce côté-là, Emma Stone, pardon, j'ai confondu les deux, se retrouve aussi avec la même chef coiffure maquillage, qui est Nadia Stacey, avec qui justement elle s'est retrouvée sur La Favorite, et Cruella, que j'espère vous avez vu, film assez sympathique, que je ne reverrai pas forcément, mais que j'ai trouvé sympathique et qui vaut la peine d'être vu pour être vu. Euh, c'est justement elle-même qui a décidé de faire que Bella, dans le film, ne porte jamais les mêmes cheveux, car les hommes de... pardon, oula, ouf. Jamais les cheveux relevés, point important, parce qu'en fait, les hommes, à l'époque où ça se passe, où ça se déroule, je crois que c'est après l'ère victorienne, même pas, j'avouerais que j'ai beaucoup de mal à situer l'époque, je me rappelle bien, c'est après l'ère victorienne. Euh, car justement les femmes qui portent leurs cheveux relevés, c'est considéré comme féminin et attirant pour les hommes. Or justement si vous regardez tout le long du film, Bella elle a les cheveux détachés, euh, qui portent douille et qui sont libres quoi. Alors, le film a été tourné avec une Haricam ST, mais ce n'est pas vraiment le truc le plus fort. C'est en effet Yorgos, il voulait tourner à l'Ektachrome. Et une pellicule, donc c'est une pellicule de chez Kodak, pour préciser. Le problème, c'est que ces pellicules, elles sont en 16 mm, pardon, alors que eux, il faut les trouver en 35. 16-35, c'est pas le même format en niveau millimétrage. Et la solution est vite arrivée. En effet, Kodak, ils ont remis en fabrication, rien que exprès pour ce film, des formats en 35 mm pour permettre justement pour les ventes du film. Et c'est une pellicule par contre en version positive. Point technique, la version donc de la couleur de positive signifie que la pellicule sort en format monochrome et qu'ensuite derrière elle est colorée. Et c'est surtout du cyan, du jaune et du magenta qui vont ensuite être développés. Car justement ça permet une décomposition des couleurs, c'est d'ailleurs des couleurs qu'on trouve très présentes et c'est très flashy quand vous regardez le film, très flashy dans le sens ça saute aux yeux. Hein, si vous regardez le film, vous allez voir que les couleurs vraiment elles sont visibles. Euh, Ça a le format vraiment de créer des couleurs qui sont très marquées et très originales. Et c'est justement un détail qui est très important d'avoir aussi l'aspect très contrasté dans ce film, comme je vous le disais, qui est aussi un point avec ces pellicules qui ont vraiment été relancées rien que pour ça. Tu pars d'une Harry, ensuite tu veux utiliser une pellicule pour le développement, tu la trouves pas, ben en fait tu relances Kodak et Kodak le fait. Incroyable. Donc comme pour ceux qui ne le savent pas, pour les tournages et pour ceux qui ne sont soit aussi au niveau professionnel, parfois il y a des processus de répétition avec les acteurs, même à plus petit niveau aussi, ça arrive que tu te retrouves, pour les acteurs, à se retrouver avec le réalisateur à répéter leur rôle avant les scènes, avant le tournage, afin que ça colle bien. Et il faut savoir que voilà, ce processus a été très plaisant pour eux. Mais c'est pas tout, parce qu'en effet, il faut savoir qu'il y a un acteur qui a pris beaucoup de plaisir, William Dafoe, donc celui qui joue le personnage du chercheur. Et donc, il a, lui, passé 6 heures à se faire maquiller et à avoir des prothèses sur le visage.
Et il y a un interview, un entretien avec lui, et il dit clairement ne pas regretter du tout cette expérience qu'il a exprimée donc, sur une des chaînes de pâté. Comme ça, je vais finir par citer toutes les marques d'un lien plus ou moins plus loin avec le cinéma. Euh, et ça a été un vrai plaisir pour lui, parce que bon, même s'il se levait à 3 h du mat et qu'on sait que le maquillage, c'est long pour des acteurs, ça peut paraître long, épuisant, même s'ils peuvent être avec leur téléphone et tout, sachant que ça prête à tourner de l'après. Bah lui, justement, il a aimé ça, ça lui permettait de sortir apparemment de son personnage. De son côté, l'actrice Emma Stone, pour la première fois, comme pour ceux qui ont vu le film, et ça passera pas sur YouTube, je suis navré, mais en effet, elle a fait des nus qui sont vraiment les scènes de nus au niveau plan, cadrage, lumière, couleur, elles sont magnifiques, vraiment. Là aussi, je reparle encore de l'image, mais de l'image du nu qu'on a là, on a des images de nus, limite de tableaux, qui sont incroyables. Elle incarne fortement donc le personnage de Bella tout au long du film en gardant cette naïveté avec le nu. Et ça, c'est un truc de dingue. Des personnages qui a pourtant été justement d'ailleurs très dur, elle le dit aussi, pareil dans un interview ou un entretien écrit, que ça a été très dur pour elle de quitter ce personnage parce qu'elle s'y est beaucoup attachée. Parce que c'était justement plaisant d'être naïf envers tout, de découvrir tout, d'avoir cette naïveté envers le monde qu'elle perd au long du film. Mais oui, elle va être naïf, ne pas se dire que le monde c'est de la merde, il est foutu. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que de se dire que de toute façon tout allait mal et tout ira mieux de toute façon. Évidemment, pour faire ces scènes de nu, il y a une coordinatrice d'intimité qui a été mise en place. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui est censée aider les acteurs à avoir leur consentement sur les scènes de nu avant les tournages. C'est un truc assez important parce que bah, quand même les acteurs se mettent. Alors en soi, ils tournaient avec. Il y avait souvent je crois qu'il y avait la maquilleuse, Yorgos, les acteurs qui faisaient leurs scènes et très peu de gens de l'équipe technique. Parce que c'est des scènes, c'est la vie quasiment privée des personnes. Genre, c'est quand même très spécifique. Et, elle, McCalpin, a tout de même, donc elle a été engagée pour ça, pour permettre cette relation en fait entre les acteurs, la production, le réalisateur, pour que ces scènes de nu se passent au mieux, parce que c'est très important. Maintenant, on va parler de nos petits Français. Après, pour ceux qui n'ont pas vu à l'époque, enfin il y a quelques mois, la première fois que j'écrivais ça, ça fait très longtemps qu'il a été écrit, j'avais lâché un coup de gueule envers Allociné, parce que oui, il y a deux acteurs français qui jouent, qui jouent dans ce long métrage. Donc tout d'abord, on a Zouzi Bemba, qui joue le rôle d'une jeune prostituée engagée politiquement et ce qui va permettre justement à Bella de encore plus s'épanouir et aussi de s'engager dans le monde féministe. Et je trouve que c'est un personnage qu'elle joue qui est très important dans la construction de Bella. Parce que bon, en dehors de lui apporter l'aspect lesbien et l'aspect ouverture aux autres, en fait, elle lui apporte aussi le côté combat, engagement et le côté de, tu vois, mais en fait, ton envie de liberté, c'est aussi l'envie que tu as le droit d'être libre et de faire ce que tu souhaites, tout en étant soutenu et sans que personne aussi n'ait le droit de te dire quoi faire. Et elle lui apporte vraiment un truc dans la construction. Elle joue pas pour moi un rôle mineur, le personnage qui est incarné par Zouzi Benba. Et je trouve ça génial. Et Damien Bonnard qui joue un père de famille ayant une interaction avec Bella dans Paris. Et en fait, j'avais lâché mon coup de gueule en disant juste qu'il mettait en avant le fait qu'il y avait beaucoup plus de temps d'écran pour Damien, beaucoup plus de temps d'écran pour Zouzi Memba et pas pour Damien Bonnard, et qui mettait beaucoup plus en avant dans leur truc halluciné Damien Bonnard. Ce que donc je trouvais, comme je le disais, donc très injuste. Et donc, parce que vraiment, comme je le dis clairement, dans ce cas-là, Zouzi Bemba,
pour moi, apporter beaucoup plus à l'intrigue, et sachant qu'on retrouve beaucoup plus, vous regardez l'image du personnage de Zibemba et vous vous dites, ok, en fait, c'est elle, vous la retrouvez de suite, alors que le personnage de Damien Bonnard, ben, vous ne le retrouvez pas de suite, je trouve, enfin, quand vous l'évoque, vous vous dites pas, ah, mais oui, mais c'est vrai que c'est lui que j'ai croisé dans cette scène-là. Ou du moins, vous dites qu'il a moins de temps d'écran. Ce que je trouve très injuste derrière de mettre en avant quelqu'un qui a moins de. Déjà, moins de temps d'écran, mais aussi. Alors, à part si le temps d'écran est vraiment marquant, comme Dark Vador, qui a 36 minutes dans les 3 Star Wars, ou d'autres personnages qui ont vraiment de l'impact, ou Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux qui a 16 minutes. Oui, ok, le personnage est impactant. Ça, voilà, mais là, le personnage n'est pas tant impactant que ça. Donc mettre l'un par rapport à l'autre, surtout dans un film féministe, je trouve que ça dessert un peu justement l'aspect du film, qui est l'un des propos, je trouve, un peu important dans ce film. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo cinéma, qui revient un peu en force et en soi qui m'a fait du bien, vu que moi ça m'a fait du bien d'aller au cinéma, ça m'a fait du bien de traiter enfin de cette vidéo. Sous tous ces aspects, parce que ce film, Poor Things, est incroyable. Je ne l'ai plus au cinéma, mais je vous conseille, si vous pouvez le voir, de le regarder. Pas si t'as un certain âge quand même, pas si t'as moins de 12, je crois. Voilà, hein, si quelqu'un qui a moins de 12 ici regarde ma vidéo, ne le regarde pas, tu attendras. Sois patient, quand tu grandiras, tu pourras voir tout ce que tu veux comme film, dans la limite du légal. Et donc, voilà. Moi, sur ce, je vais repartir en tournage. Je vous ferai sûrement un retour d'XP de ce tournage qui va être une belle aventure. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et voilà, n'oubliez pas de rêver et de vous amuser.